C'est l'heure de notre rendez-vous extra-naturel avec Terra Cultura. Terra Cultura, le média associatif indépendant lié à la nature, aux traditions, à l'environnement. Cette semaine, nous allons nous allons rendre une petite visite, faire une petite visite au Père Noël, cette circonstance, et nous allons parler des rennes en Islande, une histoire de survie et d'adaptation. C'est le dossier de la semaine de Terra Cultura. Avec nous, Damien Lafont, le rédacteur en chef. Bonjour Damien. Bonjour Frédéric. Alors nous le savions, vous êtes déjà allé en Islande puisque vous nous aviez rapporté de fabuleuses photos d'aurore boréale avec même des vidéos. Vous nous aviez emmené en voyage autour des traditions et des légendes sur ces phénomènes lumineux magiques qu'on trouve autour des pôles. Et cette semaine, vous avez choisi de nous parler des rennes islandais. Vous nous racontez dans ce reportage qu'ils ont été introduits là-bas. C'est pas une espèce endémique. Exactement. C'est une espèce qu'on peut rencontrer de temps en temps sur une partie de l'île. Alors, on ne les trouve pas partout sur l'île, mais plutôt sur l'est et à des périodes qui ne sont pas forcément toujours les plus simples. Et ils ont été importés au XVIIIe siècle de Norvège, essentiellement pour la viande au départ. Et puis, il en est resté quelques colonies qui vont se réfugier au printemps dans les forêts islandaises. À savoir qu'il n'y a pas beaucoup non plus de forêts en Islande. Et le reste du temps, ils vadrouillent dans les plaines. Les plaines qu'on peut retrouver dans l'est de l'Islande. Et c'est des animaux brouteurs, donc on les voit par petites colonies de 5 à 10 individus. Et alors j'en ai vu quelques fois, pas tout le temps, parfois au loin, et puis parfois j'ai eu de la chance, comme sur les photos, en plein hiver, au mois de février, en pleine tempête. Et bon, j'ai saisi l'occasion de capturer quelques images et puis d'affronter le froid et le vent islandais. Voilà, alors, c'est quoi leur régime alimentaire, hein? Si j'ai bien compris, ils mangent des lichens, c'est des mousses, des C'est choses. exactement ça, ouais, c'est des herbivores, donc ils vont manger un peu comme les cerfs, comme les caribous, ça fait partie de la même espèce, hein, ils vont manger, ils vont brouter de l'herbe, ils vont aller manger du lichen, enfin tout ce qui est aux alentours des forêts, on va dire, voilà, on les trouve toujours la tête baissée à grignoter quelque chose au sol. Alors, vous dites que dans cet article aussi que le cheptel se monte à 3000 individus. Ouais. Alors, c'est une belle population, certes, mais c'est pas énorme non plus. Et vous dites que les Islandais régulent cette population. Ouais. Ils régulent la population parce que déjà, l'espace naturel est pas forcément propice. Alors, 3000 individus, c'est ce qu'il y a aux dernières sources que nous, on a eues, mais il y en a eu plus. Il y en a eu plus que 6000 même. Ça s'étend beaucoup et puis la zone euh, est pas non plus excessivement grande. Comme je vous ai dit, c'est réparti sur euh, une, euh, une partie de l'île, à savoir que l'Islande, c'est vraiment une terre assez particulière parce qu'il y a aussi beaucoup de volcans, il y a des lagunes, il y a des fjords, il y a quelques forêts et il y a des endroits où il n'y a pas du tout de végétation. C'est-à-dire que c'est propice à aucune autre espèce animale. On va voir un peu de lichen ou de mousse pousser sur la pierre volcanique, mais on peut faire des kilomètres et des kilomètres de route et ne voir aucun arbre, aucune végétation. Et puis il y a aussi tout ce qui est aux abords des cascades et des chutes d'eau. On va voir une autre végétation, mais qui n'est pas celle propice aussi pour les rennes. Donc ils sont vraiment, on va dire, répertoriés à une zone spécifique de l'île. Donc c'est aussi pour ça que c'est régulé. Et c'est régulé aussi voilà, pour l'industrie, on va dire, alimentaire et puis pour la viande, quoi. D'accord, donc ils le mangent. C'est pas pour Là, ils le faire. mangent. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont introduit? C'est vraiment pour la consommation. C'était pour la consommation au XVIIIe siècle, dans la fin des années 1700, par le gouvernement danois à l'époque, qui était à la gouvernance. C'est toujours un peu pas le cas, mais il y a beaucoup de choses à cette époque-là qui sont venues du Danemark. Et donc, c'était pour eux la possibilité à des moments où il était très difficile de manger, de pouvoir avoir de la viande et aussi avoir du cuir pour se protéger du froid, parce que c'est un animal qui a une spécificité avec donc son pelage, qui a un pelage d'hiver qui est très 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 rude, qui est très Dense. euh, dense exactement. Et il faut savoir que l'Islande, l'hiver, alors il fait pas forcément toujours très froid,
mais le vent est vraiment, c'est une catastrophe là-bas, quoi. C'est des centaines de kilomètres heure, quoi. Plus de 100 kilomètres heure une grosse partie de l'année. Et puis donc, il n'y a pas forcément énormément de neige. Il neige beaucoup, mais c'est pas le Groenland. Voilà, D'accord. Donc, c'est des conditions sauvages, rudes, hein. On connaît un petit peu cette terre de volcans c'est qui ça. attire d'ailleurs beaucoup de touristes. On en reparle après, mais Ouais. les Islandais, je reviens sur ce cheptel de 3000 têtes. Les Islandais, vous dites donc qu'ils régulent cette population. C'est pas vraiment un peuple de chasseurs au départ. C'est plutôt quoi? Des pêcheurs? Beaucoup de pêcheurs, alors pêcheurs en mer, et il faut savoir que la mer tout autour de l'Islande est relativement hostile. Moi qui ai fait plusieurs sorties en bateau, je peux vous assurer qu'il faut être un très bon capitaine pour prendre le bateau et puis, et puis affronter la mer un peu déchaînée, le vent et puis l'eau est froide, quoi. C'est 3-4 degrés toute l'année. Donc oui, c'est une terre on va dire, de pêcheurs. Et puis avec toutes les cascades, les glaciers qu'il y a eu aussi pas mal de cours d'eau, de fleuves qui sont très bénéfiques pour la prolifération des saumons. Alors, il y a beaucoup de pêcheurs à la mouche. C'est une des particularités de l'Islande. Il y a beaucoup de gens qui vont pratiquer la pêche à la mouche. C'est aussi un tourisme, la pêche là-bas. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent se déplacer en Islande pour les pêcher dans les endroits, les lacs, et remonter les cours de rivière jusqu'aux belles cascades islandaises. Il y en a des milliers. On Il y en en est a en vraiment train des milliers. de voir en même temps qu'on est en train de discuter les photos que vous avez prises là-bas. Euh, vous nous racontez un petit peu les circonstances de ce tournage, de ce shooting, on pourrait dire, plutôt pour des photos. Qu'est-ce qui Ouais, a c'est été... un peu un coup de chance. Alors, c'est vrai que j'en avais déjà vu plusieurs fois au loin. C'est farouche parce qu'ils sont réellement sauvages. Ils sont pas dans des enclos. Ils sont en pleine nature. Là, on voit la photo avec la montagne dernière, la plaine. C'est un peu dans l'endroit où ils vivent. C'est recouvert de neige. Alors, pour avoir des chances de les voir à ces moments-là, il faut se rapprocher des endroits un peu plus bruns. C'est là où il y a de l'herbe, on va dire. Et donc, en conduisant la voiture, c'est pas évident en Islande parce qu'on peut pas s'arrêter sur les bas-côtés. J'ai eu l'opportunité de pouvoir faire un arrêt et sortir en pleine tempête, quoi. C'était vraiment assez difficile au mois de février. Et donc, avec une longue focale. Donc, pour les amateurs de photographie, c'est un objectif qui permet de faire des photos de longue portée. J'ai réussi à m'approcher un petit peu, mais en mouvement, c'est pas évident. C'est très farouche et craintif. Faut pas, c'est pas les rennes qu'on voit en Norvège, en Suède, qui sont dans les enclos, qui viennent nous Oui, se donc là, faire caresser le museau. la photo qu'on voit en une de votre reportage, vous étiez à combien de mètres du renne là? Parce qu'on le voit. Une vingtaine de mètres peut-être? Ah oui, quand même. Il faut, Ouais. il se laisse pas approcher facilement. Non, non, à moins de 20 mètres, j'ai aucune chance d'approcher. Il remonte. Puis ça court vite, hein, ça remonte très rapidement. Et puis ils sont adaptés au terrain. Moi, pas du tout. Alors, je voulais qu'on parle un petit peu de la culture irlandaise. Nous, on est connu comme le pays de la Islandaise. gastronomie, le pays de la gastronomie et du fromage d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce qui caractérise le mode de vie, la culture islandaise? C'est quoi? C'est Eh des bien, pêcheurs, c'est des agriculteurs? ouais, c'est ça. Alors c'est vrai que c'est Terre connu. hostile, c'est pas. Ouais, c'est connu pour la pêche. Malgré tout, il y a quand même beaucoup d'animaux en pâturage. Il y a énormément de moutons, donc il y a beaucoup d'éleveurs de moutons. Je ne sais plus à combien s'élèvent les chiffres, mais je crois que c'est entre 150 000 et 300 000 moutons, peut-être plus, ce qui représente presque la population islandaise. Donc, il y a à peu près 350 000 Islandais répertoriés sur toute l'île. Il y a aussi des éleveurs de vaches pour le lait. Alors, on n'a pas beaucoup, c'est des vaches, on n'en voit pas souvent. Il y a beaucoup de poneys islandais aussi. Donc il y a quand même un côté éleveur. Voilà. Après, il y a tous ceux qui pêchent, donc qui partent en mer pour ramener les poissons qui vont servir à, à se nourrir. Et d'où vient aussi le fish and chips qu'on connaît en Angleterre ou un peu plus dans le nord. C'est vraiment quelque chose qu'on voit régulièrement là-bas. Et puis après, il y a de la production, alors qui est un petit peu liée aussi au développement de l'île. Ils utilisent la géothermie, donc ils peuvent chauffer assez facilement. Et grâce à ça, produire de l'électricité et faire des serres. Et sous les serres, ils peuvent produire des tomates, des fruits et beaucoup de bananes, des choses
comme ça qu'on retrouve. Donc, moi, sur tous les voyages que j'ai pu faire en Islande, j'ai eu beaucoup de difficultés à rencontrer des Islandais, sauf dans les petites fermes ou dans les petits villages. Mais il y a énormément de tourisme et beaucoup de gens qui viennent travailler aussi. Donc, on ne sait jamais si on est directement en discussion avec un natif de l'île ou si on discute avec quelqu'un qui vient travailler. Donc, les pêcheurs, c'est arrivé. Dans les fermes, oui, c'est arrivé aussi. Mais ils ont un mode de fonctionnement qui est assez en retrait, je trouve. Ils sont assez discrets. Euh, et puis, bon, après, quand on se rapproche des grandes villes comme la capitale Reykjavik, on est sur une ville qui est très festive. Il y a des bars, il y a des restaurants. Donc voilà, c'est assez traditionnel de ce qu'on a l'habitude de voir aussi, quoi. Alors, je suppose que tout le monde vit en mitouflé. Mais non, c'est ça le pire, c'est que, mais oui, nous oui, mais pour avoir passé, je sais plus, un mois de juin où il faisait 5 degrés, 10 degrés, je me souviens, moi, voir les gens en short, t-shirt, et moi être avec ma doudoune, écharpe, bonnet, gants, etc. C'est quand même, c'est vrai que un brin de soleil là-bas, c'est l'été pour nous, quoi, c'est la folie, mais il y a beaucoup de vent, quoi. Mais je me souviens aussi avoir vu des papas avec leurs enfants au mois de février, ramener les enfants en pleine rue avec la luge pour déposer les enfants à l'école. Euh, c'est quelque chose qui paraît normal. Et nous, on était mais vraiment emmitouflés. Voilà, on n'a pas le même ressenti, quoi. Voilà, c'est le signe distinctif des autochtones et des touristes, en fait, hein. Ça, Voilà, ouais. on les reconnaît La facilement. doudoune, le bonnet, tout l'attirail. Alors voilà, ça c'est le reportage de la semaine qu'on peut retrouver à la une cette semaine avant Noël sur le site Terra Cultura. Et je voudrais qu'on parle parce que vous avez mis en ligne, on en a parlé il y a une quinzaine de jours, vous avez lancé une chaîne de podcast sur le site Terra Cultura. Oui. La semaine, enfin c'est pas la semaine, mais c'était le mois précédent, vous parliez d'un photographe nature, Mhm. vous parliez même avec lui, c'est-à-dire que c'était un entretien sur ses techniques, donc c'est quelque chose pour les personnes averties qui veulent se renseigner sur la photographie nature, comment on approche les animaux, comment on campe, etc. Et là, retour à Bali, euh, donc c'est le grand écart parce que vous me disiez que vous aimiez beaucoup aller en Islande, pardon. Qu'est-ce qui vous attire d'ailleurs en Islande autant que ça? Je ne sais pas comment j'ai atterri là-bas. Ça fait déjà une dizaine d'années. J'y suis allé une fois et c'est le coup de foudre. Il y a des endroits comme ça où je sais que je suis allé. Je me dis, bon, peut-être que j'y retournerai un jour. Mais là, l'Islande, c'était vraiment quelque chose de particulier. Et puis j'y suis retourné très régulièrement jusqu'à faire des workshops photos avec des personnes pour les amener sur des endroits spécifiques pour photographier les oiseaux. Alors, il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent migrer en Islande à partir du mois d'avril. Et dans la nature, le calme, la beauté des plaines, les volcans en éruption, non, c'est quelque chose de fantastique. Je pense que quand on y met les pieds une fois, on y retourne. C'est exceptionnel. Et puis bah, Bali, j'y suis allé avant. L'Indonésie, c'était avant. Donc bon, on va dire priorité à l'Indonésie parce que voilà. Et puis je me suis marié aussi avec l'Indonésie. Donc ça aide. Voilà. Ouais. Donc là, voilà, la transition est toute faite. Merci Damien. Vous avez choisi de mettre en ligne un podcast. Alors, il existe depuis un petit moment, hein, parce que c'était une vidéo que Oui. j'avais repérée sur votre fil YouTube. Vous avez décidé de le mettre à la une la semaine dernière sur le site de Terra Cultura. Et vous parlez, alors, on en avait déjà aussi parlé quand vous aviez fait une collecte de fonds le mois dernier où vous collectez des fonds pour votre association, mais vous nous expliquiez lors de cette collecte que c'était aussi pour les redistribuer aux nécessiteux que vous rencontrez, que votre association rencontre. Et là, on a un exemple avec cette association Graines d'amour Bali, et c'est ce que vous avez décidé de mettre à la une la semaine dernière sur votre site. C'est quoi cette association? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est donc à Bali. Et quelles sont les personnes que vous rencontrez? Quels sont leurs besoins? Mais Pierrick Tréguier et sa femme ont décidé, après Covid, de venir en aide à ceux qui en avaient besoin, parce qu'il y a eu quand même de gros ravages avec le Covid, des gens qui ont eu des besoins assez importants
en nourriture. Donc ils ont créé cette association qui s'appelle Graines d'Amour Bali, dont le but est de faire des collectes pour apporter à ceux qui en ont besoin de la nourriture. Et puis petit à petit, ils sont allés aussi dans certains villages qui avaient des problèmes autres en habitation. Donc certains donateurs ont pu, avec l'association d'autres dons, créer une belle cagnotte pour refabriquer des maisons en dur. C'est vrai qu'il y avait des maisons qui étaient en bambou avec les inondations. En ce moment-là, c'est une catastrophe sur Bali. Il y a pas mal de maisons qui sont donc détruites et puis les habitants qui sont dans le besoin. Donc en fait, cette association elle permet de créer des maisons en dur, d'abriter les gens et de aussi profiter de tout ça pour éduquer les enfants et d'aider les écoles et puis les centres d'éducation autour pour que les enfants puissent bénéficier d'une éducation de longue durée. Donc, on a la possibilité, en faisant un don de 30, 40, 50 euros par mois, de pouvoir assister un enfant et puis lui assurer d'avoir de quoi aller un peu plus loin dans ses études et puis de pouvoir peut-être apprendre l'anglais ou une autre langue et puis de faire autre chose que de se retrouver dans la difficulté du village. Il y a certains villages isolés à Bali qui ont besoin d'aide, dont ce village-là qui est à côté de Lovina. Et en plus de ça, Lovina, c'est une zone assez touristique où il y a du monde qui vient, mais eux, ils sont à côté, ils ont vraiment rien du tout, un accès difficile, un accès à l'eau parfois pas terrible. C'est assez compliqué. Donc voilà, ça c'est la mission de Pierrick et de sa femme. Et nous, on s'engage de les aider aussi. Donc quand on a des dons, là, on retourne bientôt en Indonésie, on va s'organiser pour voir comment on peut aider un peu plus cette association. Et puis aussi, pendant nos voyages, euh, à la rencontre de ceux qui ont besoin d'urgence, comment on peut le faire. Donc ça va arriver là, au mois de janvier, février, quand on est de retour en Asie. On a déjà des idées sur des soutiens à l'école, de matériel scolaire, stylos, cahiers, parfois du matériel simple, hein, des ballons pour que les enfants puissent jouer et faire du sport aussi, plutôt que de rentrer à la maison et d'être sur les écrans tout de suite, quoi. C'est quelque chose assez catastrophique aussi, les écrans en Asie, euh, Ah oui. les plus jeunes. Ouais, ouais, beaucoup, ouais. Alors, c'est vrai qu'Internet a développé beaucoup de bonnes choses, mais malheureusement, c'est une solution un peu trop facile pour les parents de les laisser à 2 3 ans devant les écrans, alors qu'ils pourraient profiter de plein de belles activités Être autour. dehors, hein, c'est la même Exactement. chose en France, hein. Eh oui. Je voulais qu'on parle de cette photo, je la trouve très belle, cette photo. Ouais. Alors, Euh, là, je l'ai partagée, c'est la photo qu'on trouve sur votre site. ouais. Donc, je suppose qu'on voit Pierrick. Pierrick, sur la gauche avec la casquette. C'est quoi l'histoire de cette photo? Il venait de me présenter la maison qu'il venait juste de finir de construire pour cette famille. Et c'est les retrouvailles entre cette femme et puis Pierrick qui était contente de le revoir, qui après a pleuré dans ses bras. Et puis c'est vrai que elle travaille, elle, sur les chantiers. Donc elle porte sur sa tête des batacos, ça s'appelle. Ce sont des briques, des pierres qu'elle amène sur les chantiers pour que les autres puissent faire des constructions. Et puis parfois, elle fait travailler ses enfants parce qu'elle a besoin de main-d'œuvre. Donc les enfants ont 8 et 10 ans et pareil, se mettent à l'œuvre pour travailler en famille. Et ils ont eu en fait une inondation. Donc on voit un petit peu autour les pierres, mais tout autour de cette maison, ils sont, comment dire, entourés d'autres maisons. Et au-dessus, il y a des Européens qui vivent avec une piscine à débordement, etc. Et puis eux, ils sont dans un refoncement à 300 mètres de la route principale, donc il faut passer par derrière, etc. C'est un peu compliqué. Donc il y a eu des inondations, ils se sont fait engouffrer par l'eau. On peut le voir sur la vidéo, je crois, sur YouTube. Et puis tout était ravagé. Donc à partir de là, ils ont mis en place une cagnotte pour faire augmenter ces demandes de dons et qu'on puisse derrière faire construire quelque chose en dur pour que les enfants puissent être à l'abri, puis les parents aussi, quoi. Ouais, c'était vraiment une très très belle expérience. C'est du bon boulot qu'ils font sur Bali. Il y en a besoin. Voilà. Et donc, vous apportez votre contribution comme vous le pouvez, avec vos moyens, à Comme cette... on peut, comme voilà, on essaie de faire contribuer les autres, d'avoir fait le podcast, on en a profité à cette période de l'année pour que les gens puissent se réveiller et puis participer voilà, à leur cagnotte aussi. La vidéo, c'était pour faire un petit peu de visibilité pour que les gens puissent voir les conditions
de réalisation et puis comment vivent aussi les gens. Donc, on essaye comme on peut de faire. Là, on sait déjà qu'en rentrant en Indonésie, on va collaborer sur des idées et puis on fera un apport soit en argent ou soit en matériel. On va réfléchir. Voilà, et on peut donner à cette association. Bien sûr, oui, ouais, vous pouvez donner. Je crois que le lien est mis en place. C'est une cagnotte qui est sur Hello Asso. Si c'est pas le cas, je vais la rajouter, mais je crois que c'est déjà Ah non, fait. Et ça s'appelle. effectivement, il y a un lien vers Hello Ouais. Asso. Voilà, ouais. Et puis vous pouvez donner soit par mois un petit montant, ou soit en une fois, ou soit vous pouvez parrainer un enfant à 30, 40, 50 ou un peu plus euros par mois. C'est au choix. De toute manière, c'est très bien dirigé après. Voilà, donc c'était le dossier de la semaine et de la semaine dernière, à retrouver sur le site terra-cultura.com. Cette semaine, le dossier, nous venons d'en parler, c'était les rennes islandais, introduits malgré eux en Islande, mais ils s'y adaptent très bien. Et cette association, donc, Graines d'amour Bali, qui vient en aide aux nécessiteux à Bali, vous l'avez dit, pour les enfants, pour une éducation un petit peu plus poussée et pour des catastrophes et aider la population locale que vous allez rejoindre bientôt. Vous allez vous retrouver au soleil. Eh oui, dans 2 semaines déjà. Ça approche. Ça approche vite, oui. Donc la semaine prochaine, le dossier de Terra Cultura. Retour en Australie avec les dingos, une espèce de canidé, de chien, on va dire, qui est un peu mal vu, mais qui a sa place aussi eh bien, dans l'environnement australien. Voilà. Et nous retrouverons Svetlana Markov, Exactement, notre Svetlana. correspondante au Oui. show en ce Au moment. chaud, ouais. Ouais, ouais, elle est bien, elle. Bon, eh bien, Damien, je vous souhaite à vous et à Terra Cultura de bonnes fêtes de fin d'année, puisque Merci. dans la période festive de la fin d'année, et on se retrouve l'année prochaine. Exactement. À Merci bientôt. beaucoup. À bientôt. Bonne fête. Au revoir.